Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Regardez ça, plus 1,5% sur le CAC 40 et sur les autres indices, notamment les indices américains. C'est véritablement l'euphorie. Regardez donc pour le SP500 plus 2,8, pour le Nasdaq 2,3, Nasdaq 2,8. C'est comme ça pour le Dow Jones 2,1%. Donc il y a véritablement un accueil extrêmement favorable aux derniers chiffres qui ont été diffusés sur le marché du travail et les marchés donc saluent. Et on va remettre à plat donc le scénario, mais avant on va faire les choses dans l'ordre. Première chose, vous remarquez que le CAC 40 vient de se départir à la fois de la zone ici de résistance journalière. Attendez, j'ai fait n'importe quoi, j'ai complètement déplacé mes trucs. Donc là, oh non, ça tombe bien, je vais mettre en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, on a réussi à se départir de la résistance hebdomadaire des 66, 87, 68, 24. C'est une vraie cassure de résistance, puisqu'on est en clôture ici. Donc normalement, il n'est plus question de la préserver. Cette résistance qui avait fonctionné depuis mars 2022, eh bien, cette fois-ci a lâché sous l'impulsion des assauts haussiers. Donc normalement, elle devrait disparaître. Et ça correspond également à une cassure de la zone des journalières ici en orange. Alors, je vais vous dire pourquoi je vais le laisser, parce que justement, je vous rappelle que dans mon scénario, il y a la possibilité d'avoir une fausse cassure pour justement aller chasser les stops avant d'avoir une attaque baissière. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, il est vrai que c'est encore le scénario que je maintiens pour l'instant. Mais s'il y a une séance de confirmation, plutôt une semaine de confirmation pour la zone grise et une séance de confirmation pour la zone orange, je les ferai disparaître. Ce que j'ai en tête, je vais vous montrer les données mensuelles parce que c'est très clair sur les données mensuelles. Je suis en train simplement d'envisager la possibilité qu'on ait une fausse cassure, auquel cas ce qui s'est passé ressemblerait à ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus à un moment ou un autre, mais finalement, on dirait que ça a été cassé sur les petites données, mais sur les données mensuelles, on voit que ça revient simplement à faire une mèche. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, lorsque sur cette bougie-ci, je vais faire les choses bien, voilà. Lorsque sur cette bougie-ci, on a eu une mèche, ça a correspondu à une vraie cassure à un moment ou un autre sur les données journalières. Par exemple, je vous le montre ici. Quand on regarde ce qui se passe sur les données journalières dans la partie bleue, on voit que on est passé en dessus, mais finalement on est repassé en dessous pour faire des plus bas. Donc c'est un petit peu le scénario que j'ai en tête, mais il faut vraiment que vous compreniez que voilà, c'est un scénario, ce n'est rien de plus qu'un scénario. Personne ne saura jamais ce qui va se passer, mais pour l'instant rien ne me permet d'écarter cela. Et là j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça qu'à titre personnel, je pense qu'un débutant devrait toujours travailler avec des stops fixes en utilisant l'ATR, c'est-à-dire en mettant un stop de protection à 1, 2, 3 ATR, ce que vous voulez, au-dessus de votre résistance ou en dessous de votre point d'entrée pour justement faire avec ça. Et là pareil, vous voyez cette mèche là, on dirait ainsi que ça a été un épiphénomène, mais si vous travaillez sur les petites unités de temps comme les données 1 heure, au-dessus de 6784, autrement dit ça. Donc voilà, c'est pour ça que je maintiens pour l'instant mon scénario, mais je n'aurai absolument aucun problème pour changer mon fusil d'épaule dès que je constaterai que c'est caduc. Donc, je reviens encore une fois, pardonnez les digressions, mais ce sont des choses un peu compliquées pour les débutants, donc il faut que je m'apesantisse dessus. En tout cas, le chandelier du jour est magnifique. On clôture sur les plus hauts, donc dans l'euphorie la plus totale. Et pourquoi pas. Et les chandeliers japonais sont favorables. Le chandelier Aiki-Nashi est également favorable, mais c'est pas neuf. Ça fait la 4e bougie sans mèche basse. Et la confirmation du 3-line break est bien là. C'est-à-dire qu'après un premier bloc vert, on a généralement un deuxième bloc vert. Alors, ce qui me permet en fait de répondre à une deuxième question qui m'a été posée, et j'ai vraiment décidé de faire de la pédagogie plutôt que du backtest aujourd'hui. On m'a dit, mais attends Trado,
Je ne comprends pas pourquoi tu as tous les signes haussiers et qui te disent que ça va monter, tu les as même backtestés et finalement tu as un scénario baissier. Pour deux raisons. La première, c'est que être haussier ou baissier en tant que tel, c'est un concept. Après, il faut savoir l'unité de temps sur laquelle vous êtes haussier ou baissier. Moi, ce que je pense, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est que je pense qu'il y aura une correction avant que finalement on aille plus haut. Ok, et donc, c'est pas du tout incompatible avec ce que je trade. Et à partir de là, c'est pour ça que je peux être à la fois baissier et haussier selon l'horizon de temps. Et ensuite, parce que il faut savoir qu'au moment où j'ai pris mon trade baissier, tous les signaux haussiers dont on parle là, qu'on mentionne, les signaux lourds n'apparaissaient pas encore, hein, ils étaient simplement hypothétiques. Et voilà, c'est la raison pour laquelle c'était plus facile d'être baissier il y a une semaine que maintenant. Donc je referme ma parenthèse. La moyenne mobile à cette période est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante et on est au-dessus. On a un croisement haussier MCT20 qu'on a mentionné en son temps. Bah non, c'était il y a 2 jours. Donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours et plate et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est plutôt haussière. Les bandes de Bollinger indiquent qu'il n'y a pas de raison de penser a priori que ce soit terminé puisqu'on vient d'inscrire un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et on testera, on a déjà testé ça l'année dernière, hein. On sait qu'une fois que ça a été fait, on a plus de chances de clôturer par un T2 que par une réintégration des bandes de Bollinger. Clairement, vous voyez, lorsque ça se produit comme ici, quand on a un T1, on a généralement un T2. Ou alors lorsque, alors c'est pas toujours vrai, hein, rien n'est toujours vrai. Là on a eu un T1 et on n'a pas eu de T2. J'essaie de vous montrer une belle série parce que c'est agréable à regarder. Ben là encore, hein, on a eu un T1 mais pas un T2 forcément. Là, T1, T2, T3. Bon, vous avez compris l'idée. Là, une très belle succession. T1, T2, T3, T4, T5. Bref, on a plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure que de réintégrer les bandes de Bollinger. Et au niveau des indicateurs techniques lourds, ça commence à se déplacer. Regardez le KST qui va croiser son signal à hausse, peut-être, enfin sans doute même. Le MACD c'est déjà fait, le courbe Copoc c'est déjà fait, le Lawsome c'est déjà fait. Non, voilà, hein. Donc si on fait le tour des indicateurs les plus lourds, bah, le Trix aussi, hein. Regardez, là, vous avez un croisement. Bref, ce sont des signaux qui militent pour une continuation de la hausse, il ne faut pas se leurrer, hein. Et en ce sens, n'oubliez pas qu'on a des choses qu'on a testées, comme le croisement M50, M200, la croix dorée, que j'avais backtesté, c'était il y a plus de 3 semaines maintenant, et j'avais expliqué à ce moment-là que les consolidations étaient peut-être plus des opportunités pour rentrer que autre chose. Donc voilà, ça c'est de toute manière, encore une fois, une façon pour vous de montrer qu'on peut être baissier, mais tout dépend de votre horizon de trading, hein. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que là aussi c'est en amélioration. Donc le nuage, bon, on le sait, il est ascendant, donc la tendance de fond elle est haussière. On a la tendance générale qui est haussière avec des cours au-dessus de la Tenkan, Kijun, et une tendance immédiate qui est haussière avec des cours au-dessus de la Tenkan. De toute manière, là aussi, hein, je vous avais dit que contrairement à ce que on peut penser, enfin non, les débutants pensent que c'est super comme croisement Tenkan Kijun. Ceux qui sont plus expérimentés savent que quand ça se passe au-dessus du nuage, c'est pas génial, mais bon, c'est quand même, ça fonctionne relativement bien. Et vous voyez que c'est ce que je dis dans la vidéo précédente, hein, c'était pas un signal baissier, hein, le croisement Tenkan Kijun, hein, c'est encourageant. Donc voilà. Et on va donc passer au trade du jour. Alors en guise de tutoriel aujourd'hui qui va prendre la place du backtest traditionnel, je vous propose de revenir sur la question qui m'a été posée encore une fois, et c'est fort légitime parce que ce n'est pas toujours très clair, sur ce que j'appelle l'entrée en demi-risque ou un quart de risque, etc. Bon, clairement, ce que vous savez, c'est que lorsque l'on rentre sur une action, je vais prendre une action dans le cadre d'un achat, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau humain, et ensuite c'est la même chose, hein, pour la spéculation à baisse, qui est en fait le cas qui nous intéresse ici. Mais imaginons que vous décidez d'acheter une action, allez, Total pour ne pas la nommer, à ce prix-là, ok, et que vous mettiez un stop de protection
à ce niveau-ci. Okay, donc la première solution, c'est effectivement d'acheter, on va mettre des prix, mais des prix complètement fictifs. Hein. Vous décidez d'acheter à 10 et vous mettez un stop de protection au cas où les prix iraient à 9 et vous allez viser, allez, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi, vous allez viser 12. Okay. Donc la première solution, c'est d'acheter ici, on va dire, pour 0, on va prendre des chiffres ronds, là encore, allez, 0,5% de votre capital. Okay. Si vous achetez à ce niveau et que les cours remontent, bah, tant mieux pour vous. S'ils descendent, eh bien, tant pis. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez une autre solution. Vous allez décider d'acheter, mettons à 10, toujours avec un stop de protection à 9. Mais vous allez rentrer en 2 fois. Par exemple, au lieu de rentrer 0,5% de votre capital sur 10, vous allez rentrer 0,25% de votre capital sur 10 et vous allez rentrer 0,25% de votre capital sur 9,5. Okay. Et en fait, là, vous aurez rentré en imaginant que 0,5% de votre risque, ça correspond au choix que vous avez fait, parce que vous pouvez prendre 1% de votre risque ou 2% de votre risque. Mais en tout cas, vous aurez pris 0,25% de votre risque ici et 0,25% de votre risque là. Ça change quelque chose néanmoins, puisque lorsque vous allez rentrer 0,25% de votre risque, imaginons que ça corresponde à 500 €. Ok, 0,25% de votre risque. Vous comprenez bien qu'avec 500 €, vous allez acheter ici 50 actions à 10 € total. Mais lorsque vous allez investir 500 actions ici, vous allez acheter plus que 50 actions totales. Parce qu'au moment où vous allez rentrer, le prix est plus faible. Donc vous pouvez acheter plus. Je ne suis pas bon en calcul mental, mais ça donne 52 actions. 52, 53 actions. Donc vous comprenez bien que en fait votre position est renforcée sur cette deuxième position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les cours remontent simplement à 10 €, eh bien si vous avez tout investi sur 10 €, vous êtes simplement flat, ok, en termes de profit. Par contre, si vous avez adopté une fragmentation de votre entrée, eh bien sur cette position numéro 1, vous êtes flat, mais sur la position numéro 2, vous êtes déjà gagnant. Okay, donc c'est ça que j'appelle rentrer des demi-risques et pas des demi-positions. Si j'avais rentré des demi-positions et pas des demi-risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter par exemple 50 actions à 10 € et 50 actions à 9,5 €. Alors la situation n'est pas équivalente, okay, puisque vous voyez bien que si on revient simplement à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, vous n'êtes pas plus investi lors de votre deuxième achat, alors que vous êtes plus investi en rentrant des pourcentages de risque au lieu de rentrer simplement un nombre d'actions. Donc c'est ça que j'appelle rentrer en plusieurs fois et en fraction de risque. Donc maintenant, si je reviens à l'exemple du short sur le CAC 40 que je défends depuis maintenant quelques jours, l'idée c'est que c'est pareil, j'ai un stop d'invalidation qui est là. Okay. Si je décide de rentrer un demi-risque ici, moi je rentre avec, chaque trade représente 0,5% de mon capital. Hein, okay. Donc si j'achète 0,5% de mon risque ici et 0,5% de mon risque là, je donne des chiffres bidons, hein, c'est simplement pour comprendre. Imaginons que là ce soit 8, là ce soit 9 et là ce soit 10, que je spécule à la baisse sur une action. Okay. Si je spécule à la baisse une fois ici et une fois là, le même pourcentage de mon capital en termes de risque, eh bien vous comprenez bien que je suis plus chargé sur cette entrée-là que sur cette entrée-là, pas exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que au moment où j'interviens, on est plus proche de mon stop de protection. Donc c'est exactement pareil pour l'achat, mais à l'envers.
je renforce ma position tout en augmentant également le nombre de contrats que j'ai pu acheter dans mon trade de spéculation à la baisse. Si vous avez du mal à comprendre les phénomènes de vente à découvert ou de spéculation à la baisse, dites-vous que c'est exactement aussi bête que ce que je dis préalablement pour l'achat, simplement qu'il faut inverser votre façon de voir les choses. Donc pour mon short CAC 40, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que je n'ai pas encore rentré ma deuxième position. Okay. C'est-à-dire encore une fois que j'ai rentré pour l'instant, voici mon stop de protection, le stop de protection correspondant à 0,5% de perte de mon capital, autrement dit vraiment pas quelque chose de dramatique. Je suis déjà rentré en position en investissant 0,25% de mon capital. J'avais à l'origine prévu de rentrer 0,25% lorsqu'on serait monté un petit peu en se rapprochant de mon stop de protection. Mais à ce niveau, et vous l'avez compris depuis la dernière fois, j'ai changé d'avis puisque je ne vais pas rentrer 0,25% à un niveau fixe comme j'avais prévu au début, mais je vais rentrer mon 0,25% de risque une fois seulement que j'aurai eu un signal d'affaiblissement de la tendance. Et c'est à ce moment-là que je rentrerai les 0,25% manquants. Voilà. J'espère que ça a été un petit peu plus clair et on va maintenant revenir au cours normal des choses. Que faire maintenant? Alors, je suis... si vous êtes haussier, il n'y a pas de problème. Hein, vous considérez qu'on a fait les plus bas, que la récession est derrière nous, etc. Vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas. Alors, si on utilise par exemple le breakout, hein, la cassure de résistance, vous pouvez par exemple dire bon bah ça y est, c'est terminé, on va aller chercher la résistance trimestrielle à 5%, vous mettez un stop de protection, allez, même à 4%, ça vous donne un ratio gain-risque supérieur à 1. Si vous avez un scénario baissier, je pense qu'on est à l'extrême limite hein, du scénario baissier. On peut encore se donner, si vous pariez sur une continuation de la hausse, il faut quand même laisser un petit peu de place pour un trade. Vous pouvez utiliser l'ATR, hein, regardez, l'outil ATR, je vous invite à regarder la vidéo de demain sur la préparation de la semaine de trading pour plus de détails, mais voilà, vous prenez l'ATR. L'ATR est actuellement, il est à 95. Donc vous pouvez rentrer en spéculation à la baisse maintenant, prendre un stop de protection à un ATR, ça vous donnerait, donc vous prenez la valeur actuelle, c'était 6860 et vous ajoutez 95, ça fait 6955. 6955, ça vous met un stop de protection ici. Alors bien sûr, vous pouvez prendre 2 ATR si vous voulez, hein, ou même 3 ATR, hein, mais voilà, c'est une façon de trader à la baisse en utilisant la volatilité de l'action, enfin du CAC. Plein de vidéos qui vous attendent lors de la préparation de la semaine de trading, la constitution de votre portefeuille pour le long terme, tout ça c'est déjà en ligne. Je vous dis à demain pour la mise à jour.